Vous regardez Niwo d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour les différents plateaux de votre émission Niwo de Soir. Merci à vous également, Mamadou Diouf, de vos riches contributions dans cette émission. Je vous en prie. Et bienvenue. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. 3 personnalités de la société civile guinéenne emprisonnées sous les militaires au pouvoir refusent d'être libérées contre l'engagement de renoncer à militer, a indiqué le collectif d'avocats qui les défend. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est de cette affaire? En fait, c'est une vieille affaire, puisque tout le monde se rappelle la façon dont ils avaient été interpellés les uns après les autres. Ça a fait beaucoup de bruit. Cela avait engendré également des dénonciations de la part des organisations des droits de l'homme, aussi bien celles guinéennes que celles à l'international. Et depuis lors, il y a des négociations, c'est ça la vérité. Puisqu'ils n'ont pas été jugés, ils n'ont pas été libérés, ce qui est anormal, il faut le dire clairement. Quand on reproche quelque chose à quelqu'un, il faut aller dans le sens de juger la personne. Quand on n'a rien sous la main, il faut libérer la personne. On ne va pas garder la personne en situation d'emprisonnement pour essayer d'avoir quelque chose sous la main. Et puisqu'on ne les libérait pas, il faut rappeler que tous sont membres du FNDC, le Fonds national de défense de la Constitution. Plusieurs fois, le Fonds a dit si on ne les libère pas, on va manifester. Et chaque fois, à 1 ou 2 jours de la manifestation, des leaders religieux, musulmans surtout, mais chrétiens également, ont pris leur bâton de pèlerin pour faire la médiation, mais ces médiations n'ont jamais abouti. Jusqu'à la dernière médiation qui était là jusqu'au lundi passé, la médiation était encore là. Lundi nuit, il n'y avait pas de solution. Puisque le FNDC avait pris la décision de manifester. Et certains partis politiques avaient commencé à appuyer cette décision de manifester en demandant à leurs militants également de sortir et de manifester. Le pouvoir avait lâché du lest. En faisant comme nos pouvoirs savent le faire, bon, on est prêt à leur donner une liberté conditionnelle, mais avec, parmi les conditions, ils vont écrire qu'ils se désengagent de ces mouvements de contestation, de marche, etc. Ils ne vont plus militer, pour le dire simplement, au niveau du FNDC. Mais en bon militant, ils ont dit niet de façon catégorique. Ils sont militants, ils continueront à être militants et s'ils sortent, ils vont organiser des marches tant qu'ils trouveront qu'il y a de quoi organiser des marches pour l'intérêt de la Guinée. Deuxième chose, ils disent, eux, ils ne cherchent pas à négocier. S'ils sont coupables, qu'on parte au tribunal, parce que c'est au tribunal de décider s'ils sont coupables ou pas. Ils sont emprisonnés, mais ils ne sont pas encore coupables. Si le jugement n'est pas là, qu'on les libère, et le jour du jugement, ils viendront se présenter en étant libres au lieu d'être emprisonnés, ce qui fait que finalement, la médiation de dernière minute, on peut l'appeler ici, des leaders religieux, n'a pas abouti, ce qui a donné lieu aux manifestations qu'on a vues hier mercredi au niveau de la Guinée. Leurs noms sont Oumar Sali, alias Fonike Mongue, Ibrahima Diallo et Mamadou Bilouba. Est-ce qu'ils sont tous 3 des figures influentes du FNDC? Ah mais bien sûr, c'est des figures plus qu'influentes du FNDC, c'est pourquoi en fait on les avait attrapés dans le même contexte. Si les gens se rappellent les vidéos où on les a interpellés, la façon dont on les avait attrapés comme des animaux pour les transporter, ils ont résisté, ils n'ont pas accepté. Et on les a attrapés parce qu'ils faisaient une conférence de presse. On les avait attrapés parce qu'ils disaient, mais non, on a attendu, les gens ne nous écoutent pas, nous allons reprendre les manifestations. L'objectif des arrestations était de les empêcher d'organiser des manifestations. Mais l'arrestation a entraîné des manifestations, comme d'habitude. Pour dire que parfois on se demande comment nos régimes politiques raisonnent par rapport à un certain nombre de choses. La Guinée a des problèmes à l'interne. Un coup d'État est venu pour vouloir résoudre ces problèmes, mais pour le moment, le colonel Doumbouya ne semble pas avoir convaincu une bonne partie des Guinéens de ce qu'il est en train de faire pour la Guinée. Raison pour laquelle le FNDC, un certain nombre de partis politiques actuellement, créent souvent des coalitions pour s'opposer au pouvoir et à ce que le pouvoir est en train de faire, puisque eux, ils considèrent que ce pouvoir est en train de s'organiser pour durer au pouvoir, au lieu de travailler comme une transition doit le faire, pour simplement retransmettre le pouvoir, parce que ce n'est rien d'autre que ça, le rôle d'une transition. Alors si on comprend bien, la libération de ces 3 hommes ainsi que de tous les prisonniers qualifiés de politiques fait partie des revendications primordiales de l'opposition en Guinée. Oui, ici il faut faire la part des choses. Quand il s'agit du FNDC, vous avez des membres du FNDC qui sont en prison. Quand il s'agit de l'opposition, vous avez des membres de l'opposition qui sont en prison à cause des manifestations. Mais vous avez des membres de l'opposition qui sont également en prison
à cause de l'opération main propre, si je peux l'appeler ainsi, que le colonel Doumbia est en train de faire, où un certain nombre d'anciens ministres sont arrêtés et sont poursuivis pour des raisons de détournement. Donc il y a plusieurs catégories de personnes qu'on appelle des prisonniers politiques. Et sur le FNDC, ils sont pour que tous ceux qui ont participé à des manifestations soient libérés parce qu'ils les considèrent comme des prisonniers politiques. Les partis politiques disent la même chose, mais eux, ils incluent ces anciens dignitaires également qu'on est en train de poursuivre pour des raisons de corruption. Donc, vous avez à ce moment le politique ici, vous avez de l'autre côté quelque chose qui touche à tout le monde, puisque lié aux manifestations, c'est bon de faire la part des choses. L'opposition en Guinée exige aussi l'ouverture de dialogues crédibles en vue d'un retour rapide des civils à la tête du pays, ainsi que la levée de l'interdiction de toutes les manifestations instaurées par les militaires au pouvoir depuis 2022. Auront-ils gain de cause face aux autorités guinéennes? Mais ça va malheureusement dépendre du rapport de force. Parce que si les autorités guinéennes sont allées jusqu'à vouloir donner ne serait-ce que la liberté conditionnelle à ces 3 personnes, mais c'est parce que, comme tout le monde le sait aujourd'hui, le régime militaire guinéen n'est pas porté par une bonne partie des populations de Guinée. Mais la meilleure façon de montrer que ce régime est populaire, c'est de laisser les opposants manifester. Et librement, pacifiquement. En ce moment, s'ils ne parviennent pas à rassembler une centaine de personnes, mais le régime militaire n'a qu'à continuer son travail tranquillement et savoir que ces gens n'ont aucune reconnaissance par rapport aux populations. Mais le régime militaire sait que si on laisse ces gens-là manifester librement, puisque l'UFR, le parti de, comment il s'appelle encore, Diallo, Seydou Dalein Diallo, bien qu'il ne soit pas en Guinée, son parti est pour les manifestations. L'ancien parti au pouvoir, le RPG de Alpha Condé, il est également pour les manifestations, mais rien que ces 2 partis, s'ils appelaient à la manifestation, mais tout le monde sait que c'est une masse qui va sortir, sans compter le FNDC et d'autres partis avec les Sidia Touré, etc., puisque tous ces gens-là sont pour la manifestation. L'UFR même va très loin, puisque eux, ils ont fait une conférence de presse, ils ont dit de façon extrêmement claire qu'il faut sortir les militaires de la Guinée. Le RPG de Alpha Condé, eux, ils disent que les militaires au pouvoir. Oui, bien sûr. Le RPG de Alpha Condé, eux, ils disent de façon claire que ce qu'ils veulent obtenir, ils ne peuvent l'obtenir que par les manifestations. Mais ça veut dire que la situation est véritablement tendue et les guides religieux avaient bien raison de vouloir anticiper pour éviter cette confrontation. Mais malheureusement, tout le monde connaît la Guinée depuis Alpha Condé avec ses confrontations, plus leur lot de morts et de dégâts. Justement, Mamadi Diouf, parlant du dialogue social, le colonel Mamadi Doumbia mise gros sur les guides religieux. Sont-ils si influents au point de pouvoir négocier le retour d'une cohésion sociale en Guinée? Ils sont influents, mais le problème c'est que de plus en plus, cette confiance diminue. Cette confiance diminue parce que ce que la partie opposition, la partie société civile souhaite avoir au niveau de l'État, ils semblent avoir du mal à l'obtenir au niveau de l'État. Alors que plusieurs fois, ils sont venus leur demander de suspendre leur manifestation. Ils ont accepté de suspendre la manifestation, mais à l'issue de très longues négociations, rien n'a été obtenu. On vient de le voir ici, ils ont demandé des libérations qui n'ont pas été obtenues, raison pour laquelle ils ont prévu de reprendre avec les manifestations, dont la manifestation d'hier. Mais cela veut dire que ces médiateurs qui parviennent à faire en sorte que l'opposition, la société civile cède un peu et qui ne parviennent pas à faire céder le pouvoir à un certain moment, mais on a l'impression que la médiation ne sert pas à grand-chose si ce n'est permettre au pouvoir d'avoir encore plus de temps pour s'organiser. Et il risque un jour d'être remercié gentiment par l'opposition et la société civile pour leur dire « vous n'avez pas la solution à ce problème, laissez-nous faire face ». Les manifestations donnent communément lieu à des heurts mortels dans ce pays coutumier des violences politiques. Nous parlons de la Guinée. En début de ce mois, l'opposition avait annoncé de reprendre les manifestations de rue. Est-ce le seul moyen pour faire pression sur le pouvoir en place? Mais quand il n'y a pas de possibilité de faire un dialogue sincère, puisque n'oubliez pas qu'il y a eu 2 dialogues en Guinée. Un premier où une partie de l'opposition était allée, une autre partie l'avait boycotté, mais la partie qui est allée a quitté le dialogue avant la fin du dialogue. Un deuxième dialogue qui a été boycotté. Un manque de volonté des autorités. Non seulement le manque de volonté, mais vous savez, les dialogues politiques en Afrique, c'est tout le drame. Ils ne sont presque jamais sincères.
le parti au pouvoir, généralement, dos au mur, accepte d'organiser un dialogue, plus pour diviser l'opposition, en acceptant les propositions des uns, en refusant les propositions des autres, que pour organiser véritablement ce qu'on appelle un dialogue politique. Parce qu'un dialogue politique a pour but de sortir, mais un dialogue politique a pour but de sortir un pays d'une situation difficile. Parce que quand on appelle à un dialogue politique, ça veut dire que ça ne va pas. Il n'y a aucune raison qu'on appelle à un dialogue politique dans un pays où ça marche normalement. Mais quand on reconnaît que ça ne va pas, mais il faut accepter qu'on mette le doigt sur ce qui ne va pas. Alors que généralement, dès la composition du dialogue, dès la mise en place de l'ordre du jour du dialogue, tout le monde sent la manipulation. Et vous avez des politiques qui sont là sur le terrain depuis fort longtemps, qui ne sont pas des enfants, qui ne vont pas se laisser rouler dans la farine, de sorte que regardez tout ce qu'on appelle dialogue politique en Afrique, combien de dialogues politiques ont réussi? Il n'y en a pas beaucoup. Et malheureusement, ça a été le cas en Guinée, de sorte qu'actuellement, l'essentiel de la société civile, l'essentiel des partis politiques ne sont plus dans une logique de dialogue avec le pouvoir. Et n'oubliez pas que quand il a fallu faire la feuille de route pour la transition, quand il fallait discuter sur la durée de la transition, toutes ces entités avaient donné leur avis, qui ont été balayés d'un revers de main, et le pouvoir en place a fait ce qu'il veut en termes de feuille de route et de délai par rapport à la transition. Donc, il faut reconnaître également clairement que si c'est ça dialoguer, ce n'est pas ça qu'on appelle un dialogue, puisque un tel dialogue ne peut pas aboutir à une solution. La principale forme de discorde entre l'opposition et les autorités en Guinée, c'est le retour du pouvoir aux mains des civils. Et le ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, avait déclaré dernièrement que la Guinée avait besoin d'un peu plus de 610 millions d'euros pour financer ce processus de retour des civils au pouvoir. Est-ce que c'est cette enveloppe finalement le blocus ? Il faut faire attention, hein, ce n'est pas le délai seulement qui est la pomme de discorde. L'opposition dit, et moi je soutiens cela, on est dans une transition. Il n'est pas normal que la transition soit exclusivement entre les mains des militaires. Parce que dans tous ces pays... Justement, qui cèdent la place aux civils. Non, pas qui cèdent la place. Dans tous ces pays actuellement dirigés par une junte militaire, ce sont les populations qui le plus souvent ont été au devant d'abord pour contester ce qui se passe au niveau du pouvoir. Mais l'idéal serait que, quand on veut faire une transition, où c'est l'intérêt du peuple qu'on cherche, ceux-là qui ont de tout temps été des acteurs politiques, si on n'a rien à leur reprocher, qu'ils participent à la transition. Et en Guinée, c'est ce qu'ils avaient demandé. Il faut que la junte se concerte de temps en temps avec la société civile, avec les acteurs politiques, pour qu'on décide ensemble de la transition, parce que je ne crois pas que les militaires sont plus intelligents que les civils. Mais oui, au même moment, le ministre déclare que le pays a besoin d'une grosse enveloppe, 610 millions d'euros pour organiser ce processus. Mais il risque Est-ce que c'est ce qui manque? Mais il risque de ne pas l'avoir. Parce que ceux vers qui ils vont aller pour demander l'enveloppe sont regardants sur les questions des principes démocratiques, sur la liberté de manifestation, etc. Et parfois, c'est là où nos pays se rendent ridicules. Vers qui, justement? Mais bien sûr, vers l'Union européenne, les Nations unies, les bailleurs de façon générale. Ce n'est pas... Qui sont des partenaires au développement du pays? Tout à fait. Ce n'est pas vers la Guinée qu'on va se tourner pour chercher cet argent. La Guinée, à elle-même, vous soutenez, n'a pas les moyens de financer ce processus? À l'heure actuelle, je ne le crois pas. Parce que s'ils en avaient les moyens, je ne vois pas pourquoi ils vont poser ce problème. Ils auraient pu tout simplement prendre les moyens et mettre à la disposition et terminer la transition. L'opposition pense également que c'est peut-être une stratégie pour essayer de mettre en place une somme extrêmement énorme qu'on ne va pas pouvoir avoir. Et bon, ça sera le prétexte pour dire que vous voyez, même pour la transition, on n'a pas les moyens qu'il faut, les élections coûtent cher, on ne peut pas organiser les élections. Il n'y a pas un climat de confiance en fait. C'est pour ça que l'opposition dénonce à chaque fois un manque de volonté. Mais bien sûr, quand il n'y a pas ce climat de confiance, c'est extrêmement compliqué de vouloir travailler entre l'opposition à la société civile et le pouvoir en place au niveau de la Guinée. Et malheureusement, le colonel guinéen n'a pas ce que le Mali et le Burkina a en termes de problèmes de sécurité, que les autres utilisent pour dire, bon, il y a la guerre qui est là, qui est la priorité et qui en profite pour restreindre les libertés, etc. Il n'a pas la possibilité de le faire parce que pour le moment, la Guinée ne connaît pas une menace sécuritaire. Mamadou Diouf, conditionner la libération de prisonniers à un abandon de leur engagement citoyen, est-ce que c'est légitime? Moi, je trouve que ce n'est pas légitime. Parce que ces gens luttent pour quoi? Mais c'est très clair. C'est un front pour la défense de la Constitution de la Guinée. Ils n'ont pas demandé aux gens de prendre des armes, ils n'ont pas demandé d'organiser un coup d'État. Mais ils ont le droit
de défendre la constitution guinéenne. Ils ont le droit de s'organiser pour le faire, ils ont le droit d'organiser des marches pacifiques pour le faire. Maintenant, ce régime qui se veut un régime de transition, ce régime qui reproche aux politiciens leur attitude de politicard, est en train d'avoir une véritable attitude de politicard en disant à des gens, je vous libère si vous acceptez d'abandonner la cause qui a amené la raison de votre emprisonnement, alors que c'est le contraire. Quand vous mettez un militant en prison, vous le renforcez dans sa conviction quand il s'agit d'un vrai militant, et c'est ce qu'on vient de voir avec ces 3 responsables du Fonds national pour la défense de la Constitution. La Guinée est dirigée depuis 2022 par des militaires. Comment se portent aujourd'hui les relations entre le pays et ses voisins africains? Ça dépend de qui. Quand c'est avec le Burkina, quand c'est avec le Mali, ça se porte très bien, puisque c'est 3 coups d'État. Relations entre militaires. C'est 3 coups d'État. Bon, n'oublions pas même qu'ils sont en train d'essayer de vouloir créer une entité, une sous-entité à l'intérieur de la CEDEAO qui a du mal à prendre forme parce que chacun a suffisamment de problèmes à l'intérieur à régler. En fait, vous avez dit quelle est la relation avec les autres pays. Voilà ces 3 pays qui essayent d'avoir de très bonnes relations, mais qui ont des relations plutôt difficiles avec les autres pays qui se solidarisent au niveau de la CEDEAO en demandant à ces pays de respecter la transition, de respecter le délai, de rendre le pouvoir aux civils, etc. Alors que ces militaires ne semblent pas l'entendre de cette oreille, même s'ils ne répondent pas de façon aussi directe que je l'ai dit. Mais le Mali qui aussi doit faire face à un référendum le mois prochain. C'est la même situation. Le référendum actuellement, qu'est-ce qu'il va donner au Mali? C'est la grosse question. Si les populations maliennes confirment les militaires, cela leur donne de l'élan et ils n'ont plus d'excuses. Également, il va falloir aller à l'élection présidentielle et quitter le pouvoir. Si les populations maliennes font le contraire, en boycottant le référendum, ou bien en disant non au moment du référendum, les militaires auront fort à faire parce que finalement, la feuille de route va se retrouver complètement mélangée parce qu'avant d'aller organiser les élections, on part de la Constitution avant d'aller sur les autres lois. Mais si la Constitution n'est pas là, comment organiser les autres lois pour qu'il y ait élection présidentielle? Et parmi les nouveaux alliés de la Guinée, le Burkina Faso, aussi le pays des hommes intact qui garde espoir que les militaires au pouvoir apportent une solution au problème du terrorisme. Une solution, pas tout de suite, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ce jeu. Le président Ibrahima Traoré a déclaré que le pays est en guerre et qu'ils sont en phase de cette guerre justement pour combattre l'ennemi sur son territoire. Le Mali est en guerre depuis combien d'années? Le Nigeria est en guerre depuis combien d'années contre Boko Haram? Les Américains ont fait combien d'années en Afghanistan? Dans quel pays on a vaincu le terrorisme? Il faut se poser la question aussi. C'est qu'il ne faut pas qu'on... En fait, il faut éviter de dire aux populations ce qu'on n'est pas capable de faire. Ils n'ont qu'à faire leur part, d'autres viendront continuer le combat. Et s'ils veulent que le combat se gagne de la façon la plus rapide, ce n'est pas le Burkina dans son coin, le Mali dans son coin qui vont le régler. Même les pays qui ne sont pas encore attaqués, comme le Sénégal, etc., doivent s'impliquer dans la lutte parce que le jour où ces gens-là seront en position de force, aucun autre pays de la CEDEAO ne sera épargné. Donc autant se mettre ensemble, mais s'entendre sur des objectifs clairs, c'est-à-dire lutter la naissance du contre... FAMA aujourd'hui, cette unité conjointe pour combattre justement le terrorisme au Sahel. Mais est-ce que c'est fonctionnel? On a connu le G5 Sahel qui n'a pas été fonctionnel. Le Mali est en train de refaire des pas, de poser des conditions pour retourner au niveau du G5 Sahel, pour montrer la pertinence qu'on se mette ensemble pour lutter, parce que chacun de ces pays a d'énormes difficultés à pouvoir tenir devant ces groupes terroristes, parce qu'ils ont mené la lutte avec beaucoup de retard, sans compter plein de problèmes dedans, des erreurs de stratégie et tout. Parce qu'il faut qu'on le dise également, même si les militaires actuels sont pleins de volonté au Mali, au Burkina en particulier pour résoudre le problème, mais ils ont un pan de retard qui est extrêmement important par rapport à ces groupes armés qui occupent déjà une partie du territoire et qui se sont disséminés. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et la suite sera avec le plateau de l'invité.